à tous sur i24 News. Nous connaissons les qualifiés de la finale de ce mondial. C'est une confrontation double A. Non, ce n'est pas une cotation économique mondiale. C'est l'Allemagne qui va affronter l'Argentine. Deux équipes qui sont habituées à cette compétition. Deux équipes avec un jeu complètement différent et deux équipes qui donneront tout ce qu'elles ont dans le ventre pour l'Allemagne afin d'avoir cette 4e étoile et pour l'Argentine qui rêve de cette 3e étoile. Dans cette émission, nous reviendrons évidemment sur la demi-finale d'hier, Argentine-Pays-Bas, une qualification de l'Argentine au tir au but. Pour en parler avec moi, Emmanuel Petit. Bonjour. Bonjour. Et Sidney Govou. Bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir Guy Citruc. Bonjour Guy, vous êtes journaliste, vous avez longtemps officié à l'équipe. Et puis une femme très belle, mais qui est une amatrice de football, Sonia Mabrouk. Bonjour, vous êtes à Europe 1. Merci de me faire l'amitié de venir. Restez avec nous au programme, la finale de ce mondial. Une nouvelle page de l'histoire est en train de s'écrire. Et l'honneur est sauf pour l'Amérique du Sud. L'Argentine se qualifie pour la finale. Score final 0-0 au terme du temps réglementaire et puis des prolongations. Léo Messi et ses coéquipiers n'ont pas tremblé en l'emportant en 4-2. Sonia, qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Vous n'avez pas été trop déçue? Alors, ce n'est pas un regard d'expert ni de spécialiste. Je vais vous dire que quand même, les deux premières mi-temps, c'était un match un peu anesthésiant. Je l'ai regardé vraiment au fond du canapé. Puis après, on a tous été réveillés évidemment par les pénaltys, les tirs au but. Et ça a été un moment de dramaturgie qui était incroyable. Et comme vous l'avez dit, ils n'ont pas tremblé. Ils l'ont mis dans le but. Mais c'est vrai que c'était un match fermé, extrêmement fermé. Oui. Alors Guy, c'est la première demi-finale de l'histoire qui se termine avec un 0 partout. Est-ce que vous pensez que le match a été aussi mauvais que cela? Pire. Oui. Oui, pire. Non, je trouve que les Néerlandais sont passés complètement à côté de la plaque. D'ailleurs, le jeu était très fermé et ils se sont réveillés à chaque fois en fin de temps réglementaire. Tout à la fin, à la 91e minute, et celle qu'ils ont aussi à la fin de la prolongation. Mais le reste du temps, ils bloquaient complètement le jeu. Ça manque un peu de réactivité, vous pensez? Oui, ils avaient peur de prendre un but, mais les Argentins, c'était pareil. Alors on attendait beaucoup de Messi, de Robben, on attendait beaucoup en attaque, et puis finalement, c'est vraiment le contraire qui s'est passé. C'est la défense qui s'est montrée finalement et qui s'est illustrée, Sidney Govou. C'est vrai que c'était un match très très pauvre offensivement. Il ne s'est rien passé quasiment tout le match. Et défensivement, par contre, il faut rendre honneur aux entraîneurs, aux joueurs. Défensivement, c'était vraiment costaud. Tactiquement, c'était vraiment très bon, mais malheureusement, pour le spectacle des gens devant leur télé, on apprécie forcément moins les matchs défensifs qu'offensifs. On a l'impression, Manuel Petit, que finalement, les Oranges ont été pris à leur propre piège, à trop vouloir défendre, ils n'ont pas produit de jeu. Oui, non, mais si on analyse les performances des Pays-Bas dans ce mondial, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'ils ont brillé, c'était face à des équipes qui ne fermaient pas le jeu. Oui. Donc l'Argentine qui a réglé ses problèmes défensifs, entre guillemets, sur les deux derniers matchs, ils sont montés en puissance dans ce domaine. Donc, comme ciné, on se réjouit souvent de l'apport offensif dans le football parce que c'est ça qui amène le spectacle, ok, mais on peut aussi se réjouir de l'intelligence tactique des défenses et de l'abnégation des défenseurs. Et moi, hier, j'ai vu deux défenses extrêmement intelligentes. Pourtant, les Oranges qui ont eu la meilleure attaque pendant les poules, alors depuis les matchs, justement, à élimination directe, c'est seulement 2 buts en 3 matchs. Comment vous expliquez ça ? Emmanuel, Sidney? Plus on va vers la finale, plus ça devient difficile, même s'il y a eu un match exceptionnel, l'Allemagne face au Brésil. Mais c'est un peu logique, il y a la peur de perdre au bout d'un moment qui prend le dessus sur l'envie de gagner. Moi, je suis quand même impressionnée par Robben, parce qu'il court sur le terrain, il court quand il revient au vestiaire, il court quand il repart, il court quand il a perdu. C'est quand même incroyable. Puis il y a cette scène où il va vers son fils. Et ça va, c'est une scène qui sera certainement... Il a avalé une Ferrari à mon avis. Qui sera peut-être joueur de foot professionnel, son fils, vu l'implication et la passion qu'il avait pendant ce match. Guy Citruc. Oui, les chiffres sont là pour démontrer ce que vient de dire Sidney. Pendant les matchs du premier tour, 136 buts, soit 1 toutes les 32 minutes. Les huitièmes de finale, 1 but tous les 48 minutes. Oui. Et en comptant les quarts de finale, 1 but tous les 78 minutes. Donc vous voyez, on est passé... C'est vrai qu'on aime beaucoup les statistiques, nous, les journalistes. Vous pensez que c'est significatif, Emmanuel ? Oui, parce que plus on s'avance et on s'approche du Graal, et plus la tension est palpable et la peur de perdre, justement, est omniprésente. Donc ça explique aussi le manque d'initiative, le manque de panache qu'on peut assister. Donc la déroute des Brésiliens face à l'Allemagne, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc on n'aura jamais des scores fleuves à ce niveau de compétition. Sonia, quand on regarde quand même le parcours des Oranges, c'est une qualification in extremis contre le Mexique. Rappelez-vous 2-1, une victoire au tir au but contre le Costa Rica et puis une élimination au tir au but. Est-ce qu'ils ont trop joué avec le feu ou bien finalement ils n'avaient pas le niveau? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, ils avaient le niveau pour moi.
mon regard, ils avaient vraiment le niveau. C'est un vrai collectif, hein, malgré tout, même s'il y a ce Robben incroyable, ce faux follet. C'est un vrai collectif avec Van Persie. Il y a une vraie équipe et je pense que, alors je ne sais pas, certains sont arrivés peut-être à maturité, mais c'est une révélation de ce mondial. On peut quand même leur rendre hommage. Hein, et même défensivement. Mais oui, parce qu'une défense en acier, Oui, une victoire 5-1 contre l'Espagne, on s'en rappelle quand même. Exactement. Donc, surtout une équipe qui a été amputée d'éléments majeurs avant le mondial. Van Gaal qui a remodelé son équipe tactiquement, mais aussi dans le positionnement de certains joueurs dans cette équipe. Donc, si elle est arrivée à ce niveau, c'est pas par hasard non plus. Puis on se rappelle aussi de ce coup de génie d'avoir fait rentrer Tim Krul, hein, le gardien, pour les tirs au malheureusement, but. il n'a pas pu réitérer justement son coup de poker puisqu'il avait fait ses 3 changements. Donc. Alors un justement, coup de génie, c'est une seule fois, non? Ça se répète pas 2 fois, c'est assez rare, non? est-ce que l'histoire se répète, messieurs, vous qui connaissez Ouais, bien? mais il l'a fait face aux Costa-Ricains, donc il savait qu'il y a eu un impact psychologique juste avant. Voilà. Et là, c'était des joueurs chevronnés, l'habitude des grands rendez-vous, donc je ne pense pas que l'impact psychologique aurait eu lieu aussi. Alors sinon, on va un peu parler de l'Argentine. On attendait Messi, Nguyen ou bien encore Agüero. Et puis finalement, quelle surprise! C'est le gardien de but Romero qui s'est mis en valeur. Ah oui, il joue très très peu à Monaco. Là, il va être reprêté dans son club, je pense. Et là, il arrive à sortir. Les pénaltys aussi, c'est un peu pile ou face. Moi, c'est un exercice que j'aime pas spécialement. Mais il faut lui rendre hommage parce qu'il surtout le deuxième pénalty qui sort, il est vraiment pas évident. Il le fait de belle manière. Il y a eu des révélations quand même de ces joueurs de Monaco. Après James Rodriguez, voilà maintenant Romero, Gris truc. On s'y attendait pas, cela. Oui, parce qu'il n'a pas beaucoup joué durant la saison et donc c'est pas évident de garder une pleine concentration comme ça jusqu'au bout, alors que vous avez très peu joué pendant le reste de la saison. En tous les cas, Emmanuel, ironie du sort, la première fois qu'il est arrivé en Europe, eh bien Luis Van Gaal était son premier entraîneur. Comme quoi, les choses n'arrivent jamais par hasard dans le football. En tout cas, je voudrais quand même qu'on évoque un peu plus avec vous, Sonia, le cas de Messi. Alors, le quadruple ballon d'or, qui a marqué 4 buts, une passe décisive, un jeu très peu impressionnant. C'est pas du tout le Messi qu'on voit avec le Barça. À votre avis, c'est quoi la différence? C'est mon regard de téléspectatrice, de spectatrice, il a la magic touch. Je veux dire, même le pape est derrière Messi, quoi. On est tous derrière Messi. Et dès qu'il a cette balle, il a cette légèreté. Alors, je ne sais pas si c'est à la Zidane, mais je trouve qu'il y a cette légèreté. C'est incroyable, on dirait parfois qu'il vole sur le terrain. Alors c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu hier, mais en tout cas, il n'est pas entré une fois dans la surface de réparation. Mais c'est tout l'ensemble du collectif argentin qui est un petit peu à l'image de Messi. On s'attendait à un jeu flamboyant, on s'attendait à de l'attaque, et puis finalement c'est un jeu qui est pas très esthétique, qui est rugueux. C'est peut-être finalement le style qui leur convient à l'Argentine pour arriver si loin. Emmanuel Petit. Vous faites une comparaison avec le Barça, c'est quand même un collectif, et Messi est là pour sublimer le collectif, contrairement à l'Argentine, et je vais reprendre la comparaison, Zidane faisait jouer ses coéquipiers. Messi n'est que le bras armé justement d'un collectif. Et quand le collectif est défaillant, et on n'a pas le même mouvement, la même proposition autour du porteur du ballon, ben, il se retrouve orphelin. Alors vous l'avez compris, hein, la finale opposera donc l'Argentine à l'Allemagne. Ça se joue dimanche au Maracana. Et puis la petite finale, ça sera Brésil-Pays-Bas. Ils tenteront de sauver l'honneur et puis partir avec une dernière victoire. Allez, on va commencer à parler de cette finale Argentine-Allemagne. Ce n'est pas la première fois que ces deux nations se rencontrent. En 1986, au Mexique, l'Argentine s'impose 3-2 contre la RFA avec le grand, l'immense Diego Maradona. Est-ce que vous vous souvenez de cette Coupe du Monde, Guy Citruc? Oui, je suis assez vieux pour m'en souvenir. C'était une belle finale. C'est pas ce que je voulais dire. Hein. Oui, non, aussi, j'ai compris l'allusion, le tacle. Mais pas du tout, vous vous souvenez aussi, Sidney Jean. Pas du tout, mais aidez-moi au secours. Moi, j'étais né. Il y en a qui n'étaient pas nés, mais j'étais né, moi. Comme le petit poisson. Sonia, je suis sûre que vous en souvenez. Oui, bien sûr. Moi, je l'ai revu. Voilà la solidarité féminine. Merci Sonia. Alors, cette Coupe du Monde. Mais non, c'était une belle Coupe du Monde. On garde évidemment en mémoire... Maradona extraordinaire. Oui, mais également au Guadalajara pour le fameux France-Brésil. Mais cette finale était une belle finale. Je la classe dans le haut Messi, Maradona, messieurs, il y a de quoi faire la comparaison? Si Messi venait à gagner, oui, forcément. C'est pour ça que on l'aime bien et que j'aimerais bien qu'il rentre dans l'histoire de son pays en gagnant cette Coupe du Monde, parce que je pense qu'il le mérite largement. Vous n'êtes pas d'accord, Emmanuel? Non. Moi, je pense que Maradona, c'était un joueur hors norme, comme Messi d'ailleurs, mais je trouve qu'il avait un atout supplémentaire, Maradona, c'est que même dans une équipe moyenne, il pouvait gagner un match à lui tout seul. Il prenait le ballon, il pouvait dribbler 5 joueurs, aller marquer le but. Messi, je ne dis pas qu'il n'en est pas capable, je dis qu'aujourd'hui, dans le football moderne, il s'appuie davantage sur un collectif Messi pour briller. Oui. On l'a vu depuis qu'il y a les matchs qualification directe, il ne marque pas un seul but, il est rarement décisif. Je dirais que si
Mais le style de jeu est C'est un joueur différent. fantastique, C'était il y a Messi, 30 c'est ans un quand joueur- même. Oui, mais Ah c'est oui, un bah joueur oui. fantastique. Mais moi, je trouve que quand le collectif n'est pas performant, Messi l'est beaucoup moins, contrairement à Maradona, qui à n'importe quel moment, mais à Naples, ça a été le cas. C'est ce qu'on a dit, oui. Il a survolé en Vous êtes d'accord, permanence. Sonia? Oui, il y a une Messi-dépendance comme il y a une Neymar-dépendance, mais peut-être tant mieux, moi je vais voir peut-être l'autre aspect des choses, tant mieux que finalement il ne brille pas tellement si le collectif ne marche pas. C'est positif pour toute l'équipe. C'est pas un seul homme qui l'entraîne justement, mais il faut que ça marche tous ensemble. Mais on l'inconvénient. se souvient tous du fameux but de la main de Dieu de Maradona. Il faut savoir que Messi a marqué un but qui est son petit frère, mais c'était en Coupe d'Espagne il y a quelques années, c'est-à-dire à un niveau beaucoup moins élevé. À fait, exactement. Voilà, ça situe les Alors, 4 valeurs. ans plus tard, en tout cas, on prend les mêmes et on recommence, mais c'était en Italie cette fois-ci, revanche des Allemands qui l'emportent 1-0. Depuis cette finale, eh bien, il y a eu un vrai passage à vide. Cette équipe argentine n'a plus jamais passé le cap des quarts de finale, jusqu'à maintenant en tout cas. Comment, messieurs, dames, peut-on expliquer ce trou d'air alors qu'il y a toujours eu des joueurs de très haut niveau? Emmanuel Petit. Un peu à l'image du Brésil, on s'aperçoit que l'équipe d'Argentine, ça faisait longtemps qu'ils ont disparu des radars un petit peu. Donc les Brésiliens, malgré tout, ils ont perdu aussi leur identité de jeu, mais il n'en reste pas moins qu'ils jouent à chaque fois des demi-finales, voire des finales. Et de temps en temps, ils remportent des trophées. Le dernier en date, c'est en 2002. Ouais. L'Argentine, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne les voit plus sur la scène internationale comme vraiment une valeur sûre du football mondial. Donc je pense qu'il y a des passages. C'est à l'image des clubs, à l'image des fédérations. Il y a des cycles, en fait. Oui. Bon, c'est peut-être le début d'un nouveau cycle. L'Allemagne, c'est un petit peu différent. Ils sont toujours su rester au plus haut niveau, avec notamment 4 demi-finales de suite en Coupe du Monde et puis une finale perdue en 2002. On s'en rappelle, c'était face au Brésil, 2-0. Ils se sont créés une image de beaux losers. C'est mérité, ça? C'est peut-être un peu sévère, hein. Je pense que quand même le palmarès est là. Ils n'ont rien gagné depuis 96. Oui, Guy. mais comme a dit Manu il y a un instant, il y a des cycles. Hein. Donc l'Allemagne, quand même 4 demi-finales de suite, c'est un record dans l'histoire de la Coupe du Monde. Vous pensez que cette fois-ci c'est la bonne pour l'Allemagne, Sidney? Je leur souhaite, mais moi mon cœur balance entre les deux, entre Messi d'un côté et vraiment le foot allemand qui mérite. Psychologiquement, ça peut jouer, ça? Ils méritent de gagner parce que ça fait des années qu'ils sont là, ils sont toujours bien placés, mais ils n'arrivent pas à remporter le trophée. Donc aujourd'hui, oui, si on parle de la qualité du jeu, de ce qu'ils ont démontré depuis le début de ce mondial, si on le décerne au mérite, je pense que les Allemands mériteraient. Ils ont une tactique reptilienne, je ne sais pas, vous êtes d'accord? Comme le boa. Exactement. Ils étouffent la proie et puis après ils l'avalent doucement et on voit presque le corps de l'adversaire. C'est un peu comme l'Espagne en 2010. Et j'ai peur que ça se passe comme ça dimanche, justement. Allez, on va voir les statistiques. On en raffole des statistiques. C'est la 8e finale de l'Allemagne en Coupe du Monde. 54, 66, 74, 82, 86, 90, 2002 et donc 2014. Et pour le moment, ils n'en ont gagné que 3. Pour l'Argentine, c'est 2 fois moins. 4 finales en 1930, en 86 et en 90. Et donc maintenant, en 2014, l'Albi Céleste qui compte 2 étoiles à son maillot. Allez, on va quand même parler de cette petite finale Brésil-Pays-Bas. 2 héros malheureux des demi-finales. Première question, est-ce que ce match, Guy Citruc, a un intérêt? De moins en moins, surtout après le 7-1. Moi, j'imagine les pauvres brésiliens. Ils sont un peu dans un état qu'on peut comparer à celui des Français en 1982 après Séville. C'est-à-dire vous recevez un coup derrière la nuque, là vous êtes... KO. Pire que KO. Quoi. Donc à l'époque, Hidalgo avait fait jouer pas mal de remplaçants. Oui. Pour essayer de mobiliser un petit peu tout le monde. Je crois que Scolari risque de faire un peu pareil. En tous les cas, si il n'y aura pas de suspense, est-ce que vous pensez que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder Sidney Govou pour voir des buts? C'est surtout, il va falloir voir comment les Brésiliens se remettent de cette débâcle. Parce que c'est pas anodin et les joueurs risquent de le traîner pendant longtemps, même au cours de leur saison dans les clubs, ça risque de marquer les joueurs. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir faire un bon match pour qu'on ait un beau spectacle et après que le meilleur gagne. Emmanuel Petit. Moi je pense que le seul enjeu qu'il y a dans ce match-là, c'est sauver justement la phase des Brésiliens dans leur dernier match face à leur public. Donc ils se doivent justement de terminer sur une bonne note, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que les Néerlandais, s'aperçoivent qu'à chaque fois qu'ils ont des matchs sans enjeu, ils ne les jouent pas, donc il y aura des buts certainement. Je pense que ce sera un match agréable à regarder. Et au final, je pense que les Brésiliens vont remporter ce match. Sonia, c'est important ce match-là pour les supporters brésiliens? Ah oui, mais puis moi je crois au sursaut dans le foot comme dans la vie. Ils ont tellement été blessés, humiliés, ils le portent en eux, ils vont le porter très longtemps. Peut-être certains ne s'en relèveront pas, donc je pense qu'ils vont tout faire et j'espère que ça va marquer. Alors je rappelle les scores des dernières rencontres. 2010, l'Allemagne bat l'Uruguay 3-2. 2006, l'Allemagne bat le Portugal 3-1. Et
et en 2002, la Turquie bat la Corée du Sud 3-2. Voilà pour les scores. En tout cas, au lendemain de la défaite, les Brésiliens ont retrouvé le sens de la fête. Regardez ces images, c'était à Rio. Les cariocas sont descendus dans la rue pour danser jusqu'au petit matin, une belle manière de se remonter le moral, du soleil et de la samba. Eh bien, c'est ça, peut-être, la recette magique pour oublier tous les soucis. Des images qui font plaisir à voir malgré l'élimination, malgré la grogne sociale. Les gens sont toujours prêts à faire la fête. Ça fait rêver. Et puis, toujours à Rio, eh bien, une nouvelle qui va faire plaisir à Emmanuel Petit. Thomas Bach a félicité le Brésil pour l'organisation de la Coupe du Monde. Eh bien, voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. On était très sceptiques, vous voyez comme quoi tout se finit bien. On se retrouve demain, bon pied, bon oeil pour encore plus de football. Merci à vous d'avoir été là, restez avec nous. L'info continue sur i24 News.